Hello tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode de Papote et Popote. Aujourd'hui, je suis à côté de la gare Saint-Lazare et je vais tourner dans un restaurant avec Mélina. Elle a choisi un restaurant japonais. Il y a principalement des sushis et si vous ne le savez pas encore, eh bien je suis enceinte. Du coup, ça va être un peu challengeant. Je ne pourrai pas tout choisir, mais c'est pas grave. Je trouverai bien un truc qui va me plaire. Toujours des brochettes ou des trucs. Et si vous me rejoignez sur cette vidéo, moi c'est Caroline à Petit Libre sur les réseaux et je teste des restaurants en compagnie d'invités qui me parlent de leur rapport à l'alimentation. Donc si ce sujet vous intéresse, n'hésitez pas à me suivre et à me contacter si vous souhaitez participer. Allez, c'est parti. Alors je suis devant Gyoko avec Mélina. Comment ça va? Ça va et toi? Ça va. Donc je m'appelle Mélina, j'ai 25 ans et j'ai connu Appétit Libre sur YouTube. Ah, sur YouTube? Oui. Ah. Et il y a de plus en plus de gens qui me trouvent sur YouTube, c'est incroyable. Parce que le cœur de mon compte, c'était plutôt Insta. Mais ouais, ça fait plaisir, donc ça sert quand même à quelque chose. Oui, beaucoup. C'est surtout quand je recherchais des témoignages justement que j'ai trouvé ta chaîne. Tu sais ce que tu veux? Pas du tout. Alors moi, ça va être assez simple. Déjà, tout ce qui est du poisson cru, je le raye de la carte. En fait, j'ai entendu que aussi, je ne pouvais pas prendre tout ce qui était végétarien, les sushis végétariens. Je ne pouvais pas les prendre non plus. Ah bon? Parce qu'en fait, le couteau, il peut contaminer. Ah oui. Ouais. Moi, je prends des trucs chauds, soit des brochettes. C'est vrai que ce n'est pas très évident ça, malheureusement. Ouais, après, c'est pas grave. Il y a plein de trucs. Il y a trop de choix. Si j'avais pas été enceinte, moi, j'aurais mis 1 heure à choisir. Il y a trop de choix. Tu sais, il y a des maquis fromage et tout ça, normalement c'est ok. Enfin, j'ai entendu qu'en fait, il fallait se méfier quand même. Tu dois adapter ton alimentation par rapport à ça. Ouais, bah par rapport au risque de contamination en fait. Ah oui, ça doit être compliqué quand même. Ouais. C'est vrai que tout est bon en fait. Alors pourquoi tu as choisi ce resto? J'ai choisi ce restaurant parce que j'aime beaucoup la nourriture asiatique, en particulier tout ce qui est sushi. Ce sont vraiment mes plats préférés, donc j'ai naturellement directement eu envie de prendre ce type de restaurant. Et depuis quand? Depuis toujours? Toujours, oui. Ah ouais. En tout cas, vraiment depuis que j'ai goûté les sushis quand j'étais adolescente. Et c'est vrai que souvent, quand on me propose d'aller au restaurant, je choisis de prendre les sushis généralement. Tu vas souvent au resto? Ça dépend. Il y a des périodes où je peux y aller souvent, plutôt l'été. Après, il y a des périodes où je peux ne pas y aller pendant plusieurs mois. Ça dépend vraiment des sorties que j'ai en fait. Donc on a eu la petite soupe miso et la salade de choux traditionnelle. T'aimes bien la soupe miso aussi? Oui. Au début c'est un peu spécial. Enfin moi la première fois que j'ai goûté, quand t'es pas habitué c'est... Oui, je pense. Après pour le coup j'ai directement apprécié parce que c'est vrai qu'en termes de nourriture je ne suis vraiment pas difficile, j'aime de tout généralement. Ouais. Ah oui moi aussi, mais juste ça fait un peu, tu sais des fois t'as beau tout aimer, des fois il y a des choses qui surprennent un peu. J'imagine. Oui. Donc je sais pas, c'est juste que moi ça m'a surpris au début mais maintenant j'aime beaucoup. Ah bah c'est bien, tu as pu t'habituer entre temps. Ouais. Non mais je me suis habituée rapidement, c'est juste que c'est pas un goût. En fait quand tu grandis en France avec des gens qui te font de la nourriture française, c'est pas un truc tu vois que t'as l'habitude. C'est pas le même type de saveur, ouais, oui. Voilà, c'est ça. Mais j'aime bien. La question que je pose au début c'est en tant que mangeuse, t'aurais un adjectif pour te définir? Une mangeuse délivrée, je dirais. Ah, délivrée. Oui. Ah, c'est chouette. Parce que j'ai vraiment fait mon recovery très récemment. Ah, c'est vrai? Oui, cette année. C'est pour ça que tu passes le pas de venir ici? Exactement. C'est un peu une symbolique par rapport à ma recovery, oui. Ok, super. Et c'est aussi parce qu'il me tient vraiment à cœur de potentiellement aider des personnes qui pourraient vivre des choses que j'ai moi-même vécues. Parce que justement, les témoignages sur ta chaîne m'ont beaucoup aidé quand moi, j'étais dans ce processus-là, justement. Ouais, après, ça aide. Mais si tu fais pas un travail en parallèle, ça n'aide pas. Enfin, c'est un plus, mais... Oui, tout à fait. Ça te fait pas guérir, quoi. Après, j'étais vraiment accompagnée donc, par mon entourage. Ouais, voilà. J'étais suivie également sur le plan nutritionnel, psychologique aussi. J'ai été coachée. J'ai vraiment fait en sorte d'être suivie le plus possible. Tu vas me dire tout ça. Comment ça se passait quand tu étais petite, dans ton enfance, ton alimentation? Alors, quand j'étais enfant, je n'avais aucun problème avec l'alimentation. En tout cas, avant mes études et que je prenne mon premier appartement seul, je n'avais jamais eu de problème avec l'alimentation. Je mangeais de tout. En fait, je mangeais ce qu'on me donnait. Et je n'avais jamais eu de troubles du comportement alimentaire, rien de tout ça. Peut-être qu'au lycée, j'ai eu une période un peu troublée, on va dire, mais ça n'avait duré que quelques mois. Parce qu'en fait, il y avait une période, je ne sais pas pourquoi, en fait, je ne me sentais pas bien mentalement
dans ma peau. Il y avait une période, donc c'était vraiment en été 2017, où j'avais voulu perdre du poids, mais en sautant des repas. T'avais quel âge? 17 ans. J'avais perdu du poids en fait pendant cet été-là. J'avais perdu à peu près 6 kilos, c'était sur 3-4 mois. Mais c'est vrai que je n'avais pas eu de conséquences désastreuses par rapport à cette période parce que je m'étais vite remise à manger normalement quand l'été s'était terminé et j'avais juste repris le poids que j'avais perdu sans vraiment m'en rendre compte. Donc ça n'avait pas été vraiment loin. Par contre, c'est surtout à partir de la période où j'ai été faire mon master, donc où j'ai pris mon appartement étudiant, que j'ai commencé à avoir une relation beaucoup plus conflictuelle avec la nourriture. Si je comprends bien, t'as voulu perdre du poids, t'as sauté des repas, donc j'imagine que tu mangeais pas à la cantine. C'était pendant des vacances d'été, donc généralement je sautais le petit déjeuner. Je ne mangeais que 2 fois par jour, donc j'avais réduit ma consommation. Et là pour toi ça allait, c'était pas encore dans le TCA? Non, ça allait franchement, je n'avais pas encore. Mais du coup de tu devais problème. avoir faim quand même. Franchement ça allait, je ne sais pas pourquoi, Ouais. après c'est lointain, mais je n'avais pas plus faim que ça honnêtement. Par Ok. contre il y avait des fois où je me faisais vomir, donc peut-être que ça doit jouer. Mais je n'avais pas de crise ni rien parce que c'est vrai que ça n'avait duré que peu de temps et je n'avais pas été aussi loin qu'à partir de Ce que t'as fait 2023. Oui. Donc t'as perdu tes 6 kilos, tu les as pas repris après. Si je les avais repris, en fait, j'étais vraiment revenue au même poids que ce D'accord. que je faisais avant, mais sans m'en rendre compte parce que j'étais vraiment moins obsédée. Enfin, je n'étais pas autant obsédée par le Qu'après. poids qu'après, oui. Ouais. Et en du coup après quand t'as pris ton indépendance, là t'as intensifié, enfin t'as repris le... Alors j'ai commencé à avoir un rapport bizarre avec l'alimentation dans le sens où au début en fait quand j'étais arrivée en master, donc c'était fin 2021, je me fichais complètement de ce que je mangeais, donc je me faisais plaisir. Je n'avais pas trop d'argent vu que j'étais étudiante, donc je ne prenais pas de protéines par exemple, ni de fruits, je ne mangeais souvent que des pâtes et des gâteaux. Et le problème c'est qu'en master j'ai eu une période où j'étais très stressée, donc j'ai un peu fait ce qu'on appelle de l'alimentation émotionnelle. Donc je me nourrissais très mal, ce qui fait que j'avais commencé à prendre du poids par rapport au poids que j'avais fait pendant toute ma vie. Puis je n'étais pas bien mentalement, j'étais très stressée par mes études, donc ça a dû jouer. Mais c'est vrai que dès que j'ai commencé à prendre du poids, j'ai commencé à avoir des pensées de « Oula, il y a un problème, il faut que je perde ce poids ». Donc pendant ma première année de master, enfin j'avais atteint mon poids maximal à la fin de la première année de master et dès le début de la deuxième année de master, donc fin 2022, j'ai commencé à avoir des pensées en me disant « Fais attention à ce que tu manges, il faut que tu maigrisses ». Donc au début, je mangeais très peu au repas. Vraiment, je prenais une boîte de conserve d'haricots verts avec 4 tranches de jambon. Oui. Donc ça, c'était un repas pour moi. Donc au début, c'était je mangeais ça. Forcément, j'avais des fringales dans l'après-midi, donc je craquais et je prenais un paquet de gâteaux en entier. Donc j'avais eu ça pendant une grande partie de ma deuxième année de master. Donc je ne perdais pas de poids pendant cette période-là. Au début, je voyais ça comme un manque de volonté, alors qu'en réalité, bon, c'était normal par rapport à la manière dont je mangeais d'avoir ces résultats-là. En fait, par la suite, vers la fin de ma deuxième année de master, donc j'ai commencé à faire un stage vers le printemps de l'année 2023. Et là, j'ai commencé à me dire, ok, il faut que tu aies plus de volonté. Donc, j'ai restreint encore plus mon alimentation. Ah oui. Là, j'ai commencé à compter les calories, vraiment à la calorie près. Je ne comptais pas encore les macronutriments, c'était vraiment les calories. Donc au début, forcément, pendant les 2 premières semaines à peu près, sur cette période-là, j'avais des craquages où en rentrant de stage, je m'achetais une tablette de chocolat en entier, je mangeais la tablette en entier. J'avais ça au début, mais ce qui est étrange, c'est que, en fait, après, j'ai commencé à développer des techniques pour combler cette faim sans craquer sur des sucreries. Donc ce sont des choses malsaines comme me bourrer de légumes, boire beaucoup de café, de l'eau. Ah oui. Enfin, c'est des techniques qui ne sont pas à faire. Et c'était vraiment pour me donner une sensation de satiété. En fait, c'est blanc ou noir parce que t'aurais pu aussi te dire j'ai super faim au lieu de te tourner vers du chocolat ou alors à l'inverse te prendre du café et des légumes. T'aurais pu aussi te dire je m'achète un sandwich ou je mange un truc complet. Merci. Ah oui, je disais, c'est un peu tout ou rien parce que... Ça, c'est vraiment le début de Tu l'anorexie. vois, quand t'as faim, enfin, je sais pas, t'as pas forcément envie de manger... Enfin, moi, personnellement, j'ai pas envie de manger du chocolat. Enfin, je sais pas. Moi, quand j'ai faim, je suis toujours attirée par du salé, en fait. Oui. Alors, en fait, le sucré, ça m'attire justement quand j'ai pas trop faim. c'est marrant ça. Alors, je ne me souviens
plus pourquoi j'allais vers le sucré à cette époque, mais c'est vrai que c'était plus fort que moi, j'allais vers le sucré. J'avais des envies très fortes. En fait, je pense que ça se produit justement quand dans ta tête, t'es dans une mentalité de régime. Quand t'es dans une mentalité de c'est pas bien, il faut pas en manger, tu vois. J'étais dans cette mentalité à l'époque. Ouais. Ou alors parce que t'es vraiment... puis aussi parce que je pense qu'il y a vraiment des gens qui sont plus bec sucré que d'autres. Mais c'est vrai que maintenant, mes envies de sucré, c'est vraiment moindre comparé à ce que j'avais avant. Mais en gros, donc au début, j'avais eu... Vraiment, c'était les 2 premières semaines où vraiment je commençais à compter les calories, où j'avais des craquages, tout début. Mais après, quand j'ai commencé à faire les techniques pour ressentir la satiété d'une autre manière, pour ressentir le remplissage. Exactement, c'est surtout du remplissage en réalité. Parce que tu n'as pas de satiété en fait. Tu bois de l'eau. En fait, j'ai fini par perdre mes signaux de faim. Donc au début, c'était très difficile, mais après, la restriction était très facile à tenir parce que je n'avais pas plus faim que ce que je prenais. Et je ressentais vraiment cette sensation d'être remplie en mangeant très peu en fait. Donc c'est ça qui m'a un peu poussée à m'enfoncer dans ce cercle vicieux, dans le sens où je me persuadais que je mangeais en fonction de mes besoins, vu que je n'avais pas plus faim que ça. Oui. Et à partir de là, j'ai mon poids qui a commencé à être en chute libre. Et en plus, je couplais ça donc, à beaucoup de marches. Je commençais à faire beaucoup de marches. Avant, j'adorais marcher, mais pas à ce poids-là. Et après, c'est encore raisonnable au début, mais c'est vraiment avec le temps que ça s'est intensifié. Donc au début, quand j'ai commencé cette restriction-là, c'était aussi parce que j'étais en fin d'études, j'étais dans une période de stress par rapport à mon avenir. Oui. Et inconsciemment, j'ai détourné ce stress en faisant cette perte de poids et en contrôlant l'alimentation justement. Et au début, je me disais j'ai envie de perdre 5 kilos. Après, ça s'est transformé en 10 kilos. Ouais. Et en fait, ça ne s'arrêtait pas dès que j'atteignais un objectif plus bas. J'en avais un nouveau. Puis aussi, tu avais peur de reprendre. Et forcément, tu étais dans la restriction. Au début, donc, j'étais dans la perte de poids, surtout entre printemps 2023 et Noël 2023. À Noël 2023, j'avais atteint mon objectif ultime, mais bien sûr, je voulais aller encore plus loin. Et à partir de là, j'ai commencé à développer cette peur de reprendre, effectivement. Donc, je m'étais dit, je vais continuer de manger pour toujours de la manière dont je mange actuellement, parce que c'est mon nouveau lifestyle. Et je m'auto-persuadais que j'avais une routine saine. À ce moment-là, tu n'avais pas encore découvert ma chaîne? Non, pas du tout. Parce qu'en fait, ma chaîne, je l'ai créée en janvier 2023. Donc en fait, t'es tombée dans les TCR un peu en même temps au moment où je l'ai créée, quoi. Après même, là c'était janvier 2024. Non, pour le coup, je t'ai découvert cette année, vers janvier à peu près, je dirais, vraiment pour le parcours de guérison. Quand j'étais arrivée, donc à ce moment-là où j'avais la peur de reprendre qui commençait à naître, c'est vrai que je commençais à entrer physiquement dans une situation de maigreur. Et tes proches, ils ont dit quelque chose? Ils commençaient à tiquer en fait. C'était encore léger, on me disait que j'étais menue, mais ça allait encore à partir de... Mais tes parents, ils sont pas inquiétés? Oui, mais ça c'est surtout après en fait que ça a augmenté. En janvier 2024, j'ai perdu mes règles, justement, j'avais cessé de les avoir. Mais au début en fait, dans la perte de poids, ce qui est très vicieux, c'est que je me sentais beaucoup plus en forme qu'avant, j'avais beaucoup plus d'énergie. Donc je pense en réalité c'est le corps qui se met dans un état de stress, mais j'avais tellement d'énergie que je pensais que j'étais en pleine forme et que c'était une bonne chose de perdre ce poids. Mais ça c'est hyper important de le dire parce que souvent les gens extérieurement ils se disent mais comment tu peux tomber là-dedans, etc. Déjà d'une part, comme tu as dit tout à l'heure, tu ressens moins bien les sensations de faim et de satiété. Tu es un peu galvanisé par la perte de poids et par les décharges d'hormones de stress que tu as. Oui. En fait, tu te sens dopé un peu. J'étais vraiment euphorique. Ouais, c'est ça. Et j'avais c'est pour ça que toute cette énergie qui n'était qu'à l'heure en fait. En fait, c'est vraiment, ça te donne des hormones qui te rendent accro au truc, quoi. Au début, je me suis dit, c'est pas grave si j'ai peur de reprendre parce que de toute manière, je contrôle. J'étais devenue vraiment addict au contrôle et je vais continuer de manger de la même manière. Sauf que mon poids continue de descendre, mais de manière vraiment linéaire, en fait, ça ne s'arrête jamais. Et il y a un moment, en avril 2024, où je pars en vacances chez mon meilleur ami. J'habitais chez ma mère, donc j'avais encore le dîner qui était considéré comme un repas normal. T'habitais chez ta mère? Oui. Pendant toute cette période? Oui. La journée, on ne voyait pas comment je mangeais parce que j'étais seule à la maison. Le soir... Mais elle te demandait pas ce que tu avais mangé? Je mentais. Ah oui. J'avais toujours des stratagèmes. Mais la journée, oui, je me restreignais énormément et il n'y a que le soir où je prenais un repas dit normal et je perdais de manière linéaire. Par contre, quand j'étais partie en vacances chez mon meilleur ami dans le sud pendant une semaine, alors là, je ne mangeais aucune matière grasse. Je faisais des repas très très faibles en calories. Une tranche de jambon, de la salade, un tout petit peu de pâtes et voilà. Du coup, tu mangeais pas avec lui? Oui.
je faisais devant lui. Enfin, tu mangeais pas comme lui, je veux dire. Non, pas du Vous tout. faisiez 2 repas séparés. Oui. Après, on mangeait ce qu'on voulait, Ouais. on faisait nos propres courses. Mais du coup, socialement, pendant toute cette période, comment t'as fait? Enfin, du coup, si t'avais des amis, tu sortais pas? Alors, à ce moment-là, oui, j'avais des amis et je pouvais de sortir. En fait, je vivais encore normalement parce que j'étais encore dans ce qu'on appelle la lune de miel, justement. Je n'avais pas encore d'effet très très gênant à ce moment-là. J'avais parfois... Mais du coup, tu pouvais pas sortir au resto avec tes amis? Quand j'allais au restaurant, je prévoyais ça en avance. Je regardais les menus en avance et j'adaptais les calories sur tout le reste de la semaine ou de la journée en fonction de ça. Parce qu'en plus, entre-temps, début 2024... Donc tu t'interdisais pas de sortir? Non, ça allait à ce niveau-là. En fait, c'est vraiment des stratagèmes parce que j'avais installé une application quand j'avais cette porte de reprendre. Où je comptais là toutes mes macronutriments, toutes mes calories. Puis en plus, mes calories étaient quand même inférieures par rapport au début parce que plus ça allait, plus je baissais. Inconsciemment, mais j'étais devenue vraiment accro au contrôle et je me sentais surpuissante par rapport aux autres d'arriver à être autant dans le contrôle face à la nourriture. Donc en avril 2024, tu as été chez ton amie Et justement, quand j'étais rentrée de cette semaine-là, c'est là que ma mère m'a dit clairement qu'elle pensait que j'étais anorexique parce que il y avait une différence de poids une semaine, mais elle avait une différence de poids en une semaine et là je commençais à avoir la peau sur les os, enfin ça se voyait physiquement, puis même mon père, enfin tous les gens que je rencontrais souvent me faisaient des remarques sur mon poids et c'est vrai que en été 2024, je me souviens que j'attirais les regards dans la rue par rapport à mon poids, je pense, parce que vraiment toutes les personnes que je rencontrais me faisaient des remarques à ce niveau-là. Donc c'est à partir de là que ma mère a commencé à me mettre chez la diététicienne. Donc elle a commencé à me faire prendre rendez-vous chez elle, chez une psychiatre aussi. Et effectivement, quand j'en parlais de ma manière de m'alimenter, j'ai directement eu le terme anorexie. Et quand j'étais en master, anorexie-boulimie. Alors qu'en master, pourtant, mon poids est resté stable. Mais au niveau du comportement, elle m'avait dit anorexie-boulimie à ce moment-là. Même si pour moi, c'était encore rien comparé à ce que j'ai vécu plus tard. Parce que, en fait, à partir de l'été 2024, plus le temps passait et plus les choses s'empiraient, plus je devenais fatiguée. Je m'étais évanouie. Parce que t'avais pas des problèmes de sommeil aussi avec toutes ces restrictions, tous ces trucs? Au début, non, mais après, oui, c'est venu. C'est vraiment à partir de l'été 2024 où ça a commencé à devenir très très bizarre. C'est là où j'avais atteint mon poids le plus bas. T'arrivais plus à dormir aussi. Non, j'avais beaucoup de mal. C'était très déstructuré, on va dire. Et je commençais à vraiment fonctionner au ralenti. J'avais du mal à réfléchir. Mais surtout, je devenais de plus en plus obsédée par la nourriture. Ouais. Je pensais tout le temps aux horaires des repas. Je m'allongeais dans le lit parce que j'avais faim en fait. Je me sentais faible et j'allais m'allonger dans le lit pour ne pas céder à l'envie de manger, pour attendre l'heure. Tu dormais pour attendre l'heure? Oui, de manger pour ne pas craquer ailleurs. Ouais. Parce qu'en fait, j'avais cette obsession mentale au début. Je ne sais pas, je pensais tout le temps à la nourriture, au moment des repas. J'attendais les repas avec impatience. En fait, c'est la faim. C'est l'obsession alimentaire des TCA. C'est parce que comme tu ressens pas la faim, ton corps il te rend obsédé par la nourriture. Oui, maintenant je sais que c'est normal. Et ça, c'est surtout à partir de l'été que ça s'est accentué. Et justement, j'avais un comportement très malsain à ce moment-là. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, mais je sais que c'est la maladie qui me faisait faire ça. À cette période-là, ce que j'avais commencé à beaucoup faire, c'est que forcément j'avais beaucoup d'attirance pour le sucré. Et donc je prenais des gâteaux, des tablettes de chocolat noir surtout. Je mâchais et je recrachais. Oui, pour moi c'était très sucré en fait, le chocolat noir, parce que j'avais des goûts qui avaient changé pendant cette période-là. Maintenant, quand je remange du chocolat noir, je trouve ça amer, mais quand j'étais dans la restriction, je trouvais ça très sucré. Enfin, c'était quelque chose de dingue. Et c'est vrai que ce que j'ai commencé à beaucoup faire à cette période-là, c'était plus fort que moi. C'est que j'avais commencé à souvent mâcher les aliments, les recracher, et des fois ça... Au début c'était sur des petites quantités, puis après ça pouvait durer 1 heure où je n'arrêtais pas de faire ça, et je ne pouvais pas m'en empêcher. Mais ça c'est un TCA. Il n'y a pas un nom pour ça? Mâcher, recracher? Je pense, je ne sais pas comment. En fait tu mâchais et tu recrachais? Oui. Et ça, c'était pas trop frustrant? Non, je voulais vraiment avoir le goût en fait. C'était très bizarre, je ressentais ce besoin, et justement ça a précédé les crises et la faim extrême. Pour moi. Parce qu'en fait, après ça, donc là c'était à partir de août 2024, j'ai commencé, je faisais ma routine très stricte dans la journée, et en fait le soir, je commençais souvent à minuit, je ne sais pas pourquoi, à avoir des petites fringales. Et au début, cette petite fringale me faisait craquer sur une tranche de pain de mie, ou un fruit, enfin c'était vraiment sur une petite quantité, et ça partait. Mais déjà, je culpabilisais énormément par rapport à ça parce que j'avais des pensées qui étaient devenues irrationnelles à ce moment-là. J'étais persuadée que si je mangeais plus que mes calories habituelles, que j'allais directement prendre beaucoup de poids. J'avais vraiment des pensées comme ça,
c'était très particulier. Je commençais à beaucoup dissocier aussi. En fait, quand j'avais atteint le poids le plus bas, j'avais des pensées... C'était très particulier parce qu'en fait, je me considérais un peu comme un surhumain. J'étais persuadée de ne pas avoir besoin de manger pour vivre. Et à ce moment-là, je me restreignais encore plus. Et j'étais rentrée dans un système de pensée où je voulais encore perdre, aller plus loin. Et En fait, la nourriture, elle est vue comme un produit toxique finalement. Oui, je voyais ça un peu comme le Tu diable. la vois plus du tout comme un truc utile. Non, je dis la gourmandise, c'est une pulsion, quelque chose qu'il faut dominer. C'est très particulier les pensées que j'avais. J'avais l'impression d'être un peu, de flotter dans une autre réalité, de me sentir très légère. C'est même plus que la gourmandise parce que, mais mettons, si tu diabolises la gourmandise, à ce moment-là, tu manges du riz blanc et du poulet à tous les repas, mais voilà, tu manges quand même. Oui. Tu ne renies pas tes besoins. Oui. Là, tu renies la gourmandise plus oui, l'apport calorique. Pourquoi, mais c'est vrai que j'avais développé, alors que je n'avais pas ça au tout début de la perte de poids, mais c'est vraiment après, j'avais des pensées où j'étais persuadée de ne pas avoir besoin de manger pour vivre. Je me voyais un peu comme un surhumain, complètement dans le contrôle, c'est très spécial. Et justement, donc au début, je commençais à avoir des petites fringales. Et à ce moment-là, tu étais suivie quand même. Oui, déjà. Mais ça rentrait par une oreille, ça me sortait de par l'autre. J'étais dans le déni complet, je restais dans mon délire, clairement. Oui, mais tu avais quand même des gens qui te disaient des choses. Oui, par contre, oui. En septembre 2024, justement, ces fringales ont commencé à s'intensifier. Donc c'était vraiment de la faim, en fait. Je commençais à avoir faim comme ça, d'un seul coup. Alors que d'habitude, ce n'était pas le cas. Faim. Oui, c'est vraiment une faim physique. Une faim physique, vraiment. Oui, parce que l'obsession, je mâchais et je recrachais, en fait. Oui, c'est ça. Et là, c'était vraiment de la faim physique qui était apparue. Et donc au début, c'était les petites fringales. Puis après, en septembre, ça commençait à... Je craquais sur 2 carrés de chocolat. Là, je culpabilisais énormément. Des fois, 3 tranches de pain de mie, ça augmentait en fait. Mais ça allait encore en termes de quantité et mon poids ne bougeait pas à ce moment-là, malgré les craquages. Mais en fait, ce qui s'est passé en septembre, c'est que je suis retournée chez mon ami du Sud. Ouais. Et justement, j'ai eu un déclic parce que le matin, avant d'aller chez lui, je me suis évanouie. Et c'était la première fois que ça m'arrivait. Et là, je me suis dit, ok, il y a quelque chose qui cloche, ça ne va pas. Donc, c'est vrai que mon meilleur ami m'a fait un petit peu manger plus que d'habitude pendant ces vacances-là. Tu t'es évanouie chez lui Non, c'était vraiment chez moi avant de prendre le train. Et c'est vrai que je m'étais autorisée à manger un petit peu plus chez lui, même si je restais dans mon quota calorique, mais j'avais mangé subtilement plus à ce moment-là. Et justement, le premier jour où je suis rentrée chez moi, après être rentrée du Sud, début octobre 2024, c'est très particulier, mais j'ai eu une pulsion où j'ai commencé à avoir très faim d'un seul coup. Une rage de faim. Oui, et là j'ai été dans mon placard et j'ai dévoré 3 tablettes de chocolat en entière d'un coup. C'était la première fois que ça m'arrivait, donc là c'était la première crise, si on peut le dire comme ça. Et là j'étais très mal. Et pendant tout l'automne, j'étais entrée dans un cercle vicieux où j'avais des crises, justement, ça ne s'arrêtait plus après. J'en avais 1 à 2 fois par semaine, souvent 2 fois par semaine. Souvent, en fait, la manière dont ça se passait, c'est que je commençais un repas. J'avais faim, donc je prenais mon repas comme prévu dans mon programme calorique. Et impossible à tenir. Et après, en fait, je mangeais le repas, je ne sentais pas la sensation d'être remplie, j'avais encore faim. Donc je craquais, j'allais dans le placard, je prenais plein de sucreries. Et c'est seulement après avoir vraiment pas un beaucoup mangé. C'est vraiment le truc qui t'arrive. En fait, quand tu recommences à remanger des repas entre guillemets normaux, ça te suffit pas. Et tu te dis, je suis pas normale parce que les autres gens, ils s'arrêtent à là. Oui, et c'est vraiment après mon séjour au Sud où je m'étais fait un peu plus plaisir que j'ai commencé à avoir ces crises où j'avais faim. Enfin, j'avais faim, mais en fait, je continuais d'avoir faim après le repas, donc après un repas classique, j'avais besoin de manger beaucoup pour ressentir le rassasiement, mais je culpabilisais forcément. En plus, j'avais des symptômes très très bizarres où dès le début, au début, j'avais extrêmement mal en termes de digestion quand je mangeais. Je restais allongée toute la nuit, j'avais mal. En plus, ça a duré au moins 12 heures, cette douleur de digestion, pour 2 ou 3 tablettes de chocolat. C'était très spécial comme sensation, j'avais l'impression que j'allais mourir tellement j'avais mal. J'avais la peau qui s'était desséchée, je tremblais. J'avais des sensations très très particulières au début quand j'avais ces espèces de crises. Et surtout, je culpabilisais énormément. Donc, quand j'étais dans ce cercle-là, je comptais les calories de ce sur quoi j'avais craqué. Je réadaptais le reste. Et donc je purgeais par de la marche. Là par contre, plus le temps passait, plus mon temps de marche augmentait. Et là je pouvais marcher toute la journée pour éliminer le plus possible. Et je me restreignais de la boulimie. En fonction. Oui. Et après je faisais des jeûnes de plus de 24 heures pour compenser en plus de la marche. Donc là j'étais vraiment dans un cercle infernal, sauf qu'à chaque fois, quelques jours après, la crise revenait. Et après je n'arrivais plus à
compenser, donc je reprenais quand même du poids malgré moi à ce moment-là. Donc cette période-là, c'était entre début octobre et fin décembre, presque jusqu'à la période de Noël. Donc j'avais quand même repris 7 kilos, il me semble, à peu près, dans ces eaux-là. Et là, par contre, j'étais paniquée. Et c'est là que je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que je n'avais jamais eu des crises à ce niveau-là avant. Ce n'était pas du tout pareil que les petits craquages que j'avais avant quand j'étais étudiante. Parce que je me sentais quand même rassasiée après. Effectivement. J'ai même une crise, ça te rassasiait pas en fait. Oui. Mais tu vomissais pas. Alors, j'ai déjà essayé. Je le faisais parfois de temps en temps, mais en fait, je déteste me faire vomir. C'est tellement pas terrible. C'est désagréable. Je ne le faisais pas. Je préférais compenser autrement. Et heureusement, en vrai, avec du recul. Oui, heureusement. C'est le vécu de quasiment toute personne qui a été dans la restriction et qui s'en sort. C'est ce passage où en fait tu bascules et si en fait on te prévient pas, enfin si on te met pas au courant que oui ta faim elle va se réveiller et que oui un repas normal que ton père ou ta mère ou ton frère va manger, toi ça va pas te suffire. Je trouve qu'on le dit pas assez, tu vois. Je trouve que c'est important de le dire que tu peux pas manger comme tout le monde. Oui, c'est vrai que... Alors, je sais que tout le monde ne vit pas cette faim-là en guérison, ouais, c'est mais vraiment je pense quand même différent. qu'il y a beaucoup de gens qui la vivent et il y en a certains qui veulent pas se l'avouer à eux-mêmes. Oui, mais c'est vrai que justement au début je ne comprenais pas ce qui m'arrivait, je paniquais clairement. Donc c'est là que j'ai commencé à beaucoup me renseigner sur les réseaux, TikTok, YouTube, et c'est là que j'ai découvert ce que beaucoup appellent la faim extrême. Et la manière dont les gens décrivaient, alors moi c'était postprandial au début. Comment t'as fait? Qu'est-ce que t'as tapé sur comme recherche? Franchement, je ne m'en rappelle même plus. J'avais regardé au début des témoignages sur l'anorexie et je crois que le sujet de faim extrême avait rapidement été abordé. Ah ouais. Et après, j'ai fait beaucoup de recherches sur ça, justement. J'ai fait beaucoup de recherches sur la biologie humaine aussi. Parce que au début, j'avais du mal à réaliser que c'était ça. Mais j'étais perdue, je me disais, ok, franchement, j'ai envie de m'en sortir parce que je n'en peux plus d'être comme ça. Et mon humeur aussi devenait déplorable, je commençais à être tout le temps... Alors les émotions, ça, je me sentais vide. Je me désintéressais de tous mes centres d'intérêt. Je suis une personne qui a beaucoup de passion de base. Plus rien ne m'intéressait, j'étais tout le temps fatiguée. Et ça faisait peur. Donc c'est là que je suis un peu sortie du déni, surtout comme je disais déjà que j'avais de l'anorexie. Donc c'est là que j'ai commencé à écouter les personnes. Avant, pour toi, c'était pas ça. Non. Je me disais que c'était impossible, que ce soit ça, j'étais dans le déni. Clairement, je me disais que j'avais un mode de vie sain. Mais oui, j'ai commencé à sortir du déni à ce moment-là. Okay. Et j'ai commencé à saigner les vidéos et le contenu sur Internet par rapport à la faim extrême. Et je me suis dit, mais comment guérir? Puis après, pourquoi tes thérapeutes, tu t'en avais pas parlé de ça? Non. Ouais, donc tu vois, il y a quand même un problème. Enfin, je trouve ça dingue que des gens qui suivent des personnes qui souffrent de TCA ne parlent pas de tout ça. Comment tu veux t'en sortir si t'as pas des gens qui te parlent de ça? Oui. Après, sûrement qu'ils sont pas au courant. Après, on m'a dit que c'était normal, mais au moment où c'était arrivé. Mais c'est vrai qu'avant, je ne m'attendais pas à ça. Mais peut-être qu'ils ils ont pas voulu te faire peur, ouais. Oui, je pense aussi que c'était surtout pour ça, pour ne pas me faire peur. C'est vrai que ça a été très brusque. Et justement, j'ai commencé à avoir la démarche de me dire, ok, je dois manger à ma faim. Parce qu'avant, je ne mangeais jamais à ma faim. Des fois, je ressentais de la faim quand même à des moments, mais je résistais en fait. C'était un combat contre la faim. Même si je la ressentais beaucoup moins qu'avant, des fois je la ressentais, mais je ne craquais pas en fait. Je contrôlais tout le temps. J'ai eu le déclic début décembre pour guérir. Et en fait, c'est vers la période de Noël que j'ai commencé à m'autoriser à manger plus, mais de moi-même en fait, à m'écouter. Ouais. Sauf qu'en fait, là, ça devenait encore plus compliqué parce que plus je mangeais, moins je ressentais la sensation d'être remplie. Parce qu'au début, même après les crises, je me sentais remplie, très rassasiée. Là, non, j'arrivais de moins en moins à ressentir et je commençais à avoir tout le temps faim. C'était plus normal, ponctuellement, en fait. Ouais. Les fringales ponctuelles. Là, c'était devenu constant. Et à partir de la période de Noël, j'étais entrée dans une période où j'avais une faim très intense. Mon estomac, en fait, j'avais tout le temps l'estomac vide. C'était un puits sans fond. En plus, ça me faisait mal, comme si on me poignardait dans l'estomac. Donc j'ai commencé à avoir ça. Je ne ressentais jamais la satiété. Peu importe les quantités que je mangeais, je continuais d'avoir l'estomac vide. Donc ça, c'est vraiment à partir de la période de Noël que ça a commencé. J'avais des symptômes très étranges dans le sens où j'avais des sueurs nocturnes. Je ne dormais plus la nuit. Mon sommeil était très perturbé. J'étais tout le temps fatiguée. J'avais tout le temps la tête qui tournait. J'avais des nausées, comme si j'avais bu de l'alcool en fait. Ah ouais. Mais c'était constant. Et la digestion, ça allait? Ça faisait mal. J'avais beaucoup de douleurs digestives. Mais du coup, tu t'es quand même continué à manger. Et ça t'a pas bloqué pour... J'avais cette faim constante. Alors, du coup, je ne faisais plus de crise, entre guillemets, où je mangeais beaucoup d'un seul coup. En fait, je mangeais des quantités raisonnables, normales, je dirais, mais de manière très étalée, mais je mangeais toutes les heures.
Et je ne pouvais plus contrôler ça, c'était des pulsions. En fait, c'est comme si j'étais en crise, mais de manière constante. J'étais Sauf le la nuit. pantin de ma marionnette, même la nuit, je mangeais tout le temps. Vraiment, ça ne s'arrêtait jamais. Presque. Après, des fois, ça s'écartait un peu plus, mais je mangeais en général des fois 8 fois, 9 fois par jour. Je n'arrivais plus à m'arrêter, je me sentais Et là, t'étais chez ta hors de mère contrôle. Oui. Mais ta mère, ça allait, qu'est-ce qu'elle disait? Alors, je me cachais le plus possible. Mais elle voyait bien les placards. Hein. Par contre, elle voyait, elle disait, elle fait de la boulimie. Mais après, d'un côté, elle n'était pas plus alarmée que ça parce qu'elle disait, ah, au moins elle mange. Même si c'était beaucoup plus dur pour moi que la restriction cette période-là. J'ai détesté parce que j'avais tout le temps faim physiquement et je ne pensais plus qu'à la nourriture. Je n'arrivais à rien faire d'autre. Je ne pouvais me concentrer sur rien. J'étais dans un brouillard mental constant. Et c'est à ce moment-là, dans cette période-là, que tu as découvert ma chaîne. Oui, parce que c'était frustrant. Je voulais manger normalement. Je me disais, ok, j'ai envie de dire rire. Mais je me sentais complètement hors de contrôle. Dès que j'avais Et tu mangeais ce que tu voulais? Ou tu mangeais les trucs qui te paraissaient plus sains ou... C'était vraiment un mix des deux, parce que j'avais quand même du mal à accepter cette faim extrême, même si mon corps ne me laissait pas vraiment le choix, tellement la faim était forte. Et là, c'était vraiment de la faim physique, pour le coup. Donc, je me bourrais d'aliments sains, mais ça ne marchait pas. Ça me mettait juste un réconfort digestif, mais la faim, elle était toujours là. Et les seules choses qui parvenaient un peu plus à calmer, à rendre ces sensations moins désagréables, même si ça restait désagréable, c'était les gâteaux. Beaucoup de sucreries. Ouais, bah c'est une façon d'apporter pas mal de calories Et j'avais des envies extrêmement intenses sur ça, justement. Donc ça me faisait peur, parce que je culpabilisais mais énormément. Et aussi, mon poids, en janvier, il a augmenté très très vite. Et je voulais en parler parce que je sais que des personnes vivent ça aussi. Tout le monde ne reprend pas rapidement du poids, mais il y a des personnes pour qui c'est le cas. Et juste pendant le mois de janvier, j'ai repris 8 kilos en janvier seulement. Donc j'étais paniquée, je me disais mais ça ne va jamais s'arrêter, je vais prendre à l'infini. Après, il faut savoir que tu as dû prendre beaucoup d'eau. Je pense aussi. Parce qu'en fait, quand tu pars d'une restriction très, très intense, comme tu le faisais, je pense que le corps, il capte beaucoup plus le glycogène et tout ça pour faire des réserves, et du coup, il emmagasine aussi pas mal d'eau. Oui, je pense que ça doit beaucoup Alors que jouer, les personnes qui ont fait des restrictions plus légères, je pense que la reprise de poids est plus lente, parce qu'il n'y a pas ce truc avec de l'eau. Oui, je pense que ça doit jouer aussi, mais c'est vrai que j'ai pris très très vite. En janvier, c'était la panique. J'étais extrêmement mal mentalement parce que dès que je me réveillais, je ne pensais qu'à la nourriture et je me disais ça va encore être une journée de gavage parce que c'était vraiment contre mon gré. Mais mon corps me l'obligeait tellement la faim était forte. Et d'un côté, je regardais beaucoup de vidéos sur ce sujet-là pour m'accrocher, me dire continue, continue. Je me disais, je savais au fond de moi qu'il fallait que j'écoute cette faim. Tu savais qu'il y aurait une faim. Difficile. À la fin. Je l'espérais en tout cas. Je l'espérais, mais c'était vraiment difficile et ça faisait peur. J'étais plus moi-même en fait, très spécial comme sensation. En février, cette faim a continué. Par contre, étrangement, les quantités étaient quand même un peu moins fortes. Les sensations étaient toujours intenses, mais c'est vrai que par contre, je n'avais pris que 3 kilos sur le mois de février, donc j'ai beaucoup moins pris d'un seul coup et c'est vrai que c'était surprenant, mais j'avais toujours quand même ces obsessions alimentaires qui étaient là. Ensuite, en mars, alors ça a commencé à être différent parce que déjà, mon poids a arrêté d'augmenter d'un seul coup. C'est assez impressionnant. J'ai arrêté parce que pendant cette phase extrême, je mangeais toujours au moins un paquet de gâteaux de sucreries. En février, ça s'est arrêté d'un seul coup. Au moins, oui, tous les jours. Bah, ce qui est pas dingo, quoi. Non, je culpabilisais. Et en mars, ça s'est arrêté, ça, justement. T'as des gens qui n'ont jamais eu de TCA et qui mangent un paquet de gâteaux par jour sans culpabiliser, tu vois. Oui, après, déjà, je mangeais un carré de chocolat avant, je culpabilisais énormément. Oui. Je pense que c'est pour ça. Mais en mars, les quantités ont diminué. Par contre, j'avais toujours faim constamment. Mais en fait, c'est juste que la sensation était moins intense, on va dire. Et je commençais aussi à avoir un peu plus d'énergie, donc je commençais à un peu plus réussir à sortir, voir des gens, même si ça restait difficile. À ce moment-là, tu étais en études, tu travaillais, qu'est-ce que tu faisais ? Là non, j'avais tout mis en pause justement parce que je voulais me sortir de tout ça avant de reprendre une vie normale parce que c'était invivable. Mais en mars, c'est vrai que ça a commencé à aller un petit peu mieux. Parce qu'au début, la faim extrême, je me sentais beaucoup plus mal que pendant la maladie. Et après, en mars, ça a commencé à aller un petit peu mieux, mais ça s'est fait vraiment très très progressivement. J'ai commencé un petit peu à avoir envie de faire des choses, mais un tout petit peu au début. Et après, en avril, j'avais quand même des obsessions, mais c'était beaucoup moindre. J'avais quand même de la faim constante, mais c'était beaucoup plus subtil en fait. C'est très particulier. En fait, ça a diminué en intensité, mais ça restait toujours constant. Et les quantités a devenaient beaucoup plus classiques, on va dire. Et mon poids, oui, il avait arrêté de monter. Et là, par contre, fin avril, ma faim, ça a complètement disparu.
Ça finit par disparaître. Maintenant, mes signes de faim se sont vraiment normalisés. Ouais, donc t'as guéri hyper rapidement. Les pensées obsessionnelles, elles ont drastiquement diminué. J'ai vraiment retrouvé mes centres d'intérêt, une énergie plus stable. Enfin, vraiment, j'arrive à revivre normalement. Et c'est assez impressionnant parce que je n'y croyais pas. Les obsessions, elles ont vraiment fini par disparaître comme ça. Et j'ai beaucoup plus de clarté mentale aussi. C'est très particulier. En fait, l'anorexie, ce qui est terrible pour s'en sortir, c'est que quand tu commences à entamer la phase de guérison, une guérison, ça veut dire normalement aller mieux, quoi. Quand une guérison dans le langage courant, c'est guérir, donc c'est aller mieux. Mais en fait, quand tu fais ce processus avec l'anorexie, tu vas moins bien. Donc c'est ça qui est, c'est un peu comme toutes les addictions. Non, mais c'est pas que pour ton cas. Enfin, au départ, c'est dur. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a si peu de gens qu'il y a beaucoup de gens qui ont du mal à s'en sortir. C'est extrêmement dur parce que c'est pendant la guérison que mes pensées les plus culpabilisantes étaient intenses. Je me disais, mais tu es gourmande, tu vas jamais t'arrêter de manger. Mes pensées me criaient dessus clairement et je devais avoir moi-même cette, je sais pas si je peux dire force, en tout cas, je devais moi-même aller contre ces pensées et manger. Parce qu'enfin, extrême, je me servais moi-même à manger. Je sais pas aussi. Au début, je me sentais quand même très hors de contrôle, surtout en janvier, mais après, je me servais moi-même parce que je m'accrochais. Mais c'est vrai que j'avais des pensées, mes pensées culpabilisantes étaient très très fortes et j'avais vraiment développé une peur de la nourriture parce que j'étais tellement obsédée par ça que ça me faisait peur. Et par exemple, pendant la restriction, je me souvenais jamais de mes rêves. Par contre, pendant la faim extrême, je commençais à me ressouvenir de mes rêves et je rêvais tous les jours que de nourriture. Les premiers mois, oui. Ça me hantait en fait. C'était très 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 spécial comme sensation. Après, avec le temps, ces rêves ont disparu. Maintenant, je rêve de tout sauf de ça. Mais au début, je ne rêvais que de ça. Oui. En fin de compte, t'es tombée dans l'anorexie en 2023 ou en 2024, je me rappelle. Printemps 2023. Donc, t'as été prise en charge hyper rapidement. C'est rare. Je me dis que j'ai quand même de la chance. Ouais, t'as de la chance. J'ai été prise en charge rapidement, d'avoir quand même été soutenue par mon entourage, parce que j'avais quand même des personnes, même mes amis, ils m'ont pas lâché pendant cette période-là. Ils m'ont soutenue parce que j'avais des pensées complètement irrationnelles sur la nourriture. Ils m'ont aidé à avoir des pensées plus rationnelles. Ouais. Ils t'ont pas laissé tomber, ils t'ont vraiment ouvert les yeux, quoi. Oui, donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance de ce côté-là et c'est vrai que c'est super important d'être accompagnée parce que quand t'es seule, tu te laisses porter par ces pensées complètement irrationnelles. Oui. Et la guérison, ça fait vraiment peur quand tu vas plus mal au début. Mais finalement, c'est... Mais oui, finalement, tu t'es lancée comme ça, à corps perdu dans la guérison, parce que tu as eu un espèce de déclic et parce que tu as vu des trucs sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas vraiment... Enfin, c'est pas tes thérapeutes qui t'ont lancé dedans, quoi. En tout cas, oui, mais c'est vrai que... je commençais beaucoup plus à les écouter quand j'ai commencé à moi-même sortir du déni. Parce qu'après, c'est moi-même qui suis sortie du déni. Parce que malheureusement, souvent dans les TCA, souvent c'est difficile de guérir dans le sens où il faut soi-même accepter de guérir, je pense, pour vraiment le faire en fait. Ça, c'est vrai quand tu es dans l'anorexie parce que quand tu fais crise sur crise de boulimie, en général, tu as envie de t'en sortir. Oui, c'est vrai que c'est que quand cette faim est quand tu es que dans la restriction, ça c'est plus compliqué. Franchement, je pense que sans cette faim-là, j'aurais continué de me restreindre en fait. Et j'aurais continué à chercher à perdre. Ouais, mais cette faim-là, elle n'est pas apparue de nulle part. Elle est apparue parce que tu t'es dit quand tu as eu fait ton malaise que tu allais manger plus. Et c'est ça qui l'a réveillée. Oui. Après, c'est vrai que mes amis me le disaient aussi, que ça n'allait pas niveau alimentation et essayer de me faire manger un peu plus. Donc c'est vrai que je m'étais un peu challengée à ce niveau-là. C'est vrai que c'est tout ça, je pense, qui a enclenché cette faim. Ouais, parce que tant que tu n'augmentes pas tes apports, en fait, la faim, elle augmente pas. Elle augmente que le moment où tu te dis je vais manger plus, tu vois. Oui, mais oui, ça a été extrêmement dur à vivre. Vraiment, c'était un combat, chaque repas était un combat. Mais maintenant, je vois les effets bénéfiques parce que je vais vraiment mieux. J'ai vraiment retrouvé ma joie de vivre, mes centres d'intérêt, mon énergie. C'est assez impressionnant. Pour toi, t'es guérie à 100%? Alors, je ne sais pas si je pourrais dire 100% parce que c'est encore récent. Parce que c'est vrai que par exemple, mettons, on me propose un pain au chocolat parce que ça faisait partie de mes fear food. Je sais que je vais réussir à accepter d'en prendre un. Par contre, je sais que je vais avoir du mal à en prendre davantage. Alors que tu pourrais. Alors que, par exemple, j'ai mes amis qui n'ont pas de TCA qui peuvent prendre d'eux-mêmes un paquet entier de gâteaux sans culpabiliser. Ça, je sais que je ne pourrais vraiment pas, même actuellement. Donc, c'est vrai que mentalement, ce n'est pas encore tout à fait parfait, même si ça va quand même beaucoup mieux qu'avant. Et je fais quand même en sorte de respecter mes besoins et de ne pas me sous-alimenter comme avant. Et tu as repris tes études ou... J'ai terminé les études. En fait, là, je suis en recherche d'emploi. D'accord. Parce que j'avais vraiment mis tout ça en pause. Mais là, c'est bon, là, t'as envie de reprendre. Oui, là, j'ai vraiment retrouvé la profonde envie de reprendre. Mais ça s'est fait très graduellement, le retour à la vie, si je peux le dire comme ça. Parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à avoir un peu plus d'énergie, j'avais commencé à avoir des interactions sociales. Parce que pendant la période où ça allait le plus mal, donc en automne et en hiver, je ne sortais plus, je ne parlais
pratiquement personne. J'ai commencé à m'ouvrir un peu plus aux autres. Après, j'ai commencé à vouloir faire plus de sorties. Ensuite, je me suis tournée vers mes passions, mes centres d'intérêt, mes activités. Et c'est seulement plus tard que j'ai commencé à retrouver mes pensées par rapport au travail. Ouais. Parce que c'est vrai que toutes mes pensées avant étaient comme anesthésiées. C'est vraiment au fil du temps que mes vraies pensées sont revenues. Parce qu'avant, la nourriture prenait tellement de place que Ouais, il y avait c'est pas comme de si place j'avais pour autre chose. oublié tout le reste, oui. Ouais, c'est vrai que depuis cette période de faim constante, je n'ai plus jamais eu de crise, étonnamment. Et c'est vrai que maintenant, ce que je fais, c'est que j'écoute mes sensations en fait. Je mange quand je sens que j'ai faim, je m'arrête quand je sens que je n'ai plus envie, et ainsi de suite. Et ça fonctionne très bien comme ça. Et tu as gardé un suivi avec un thérapeute ou... Oui, là je suis toujours suivie par ma diététicienne justement, notamment au niveau du poids, parce qu'en fait elle veut me suivre mais sur un assez long terme pour voir comment ça évolue par la suite. D'accord. Parce que là, tu as retrouvé le poids que tu avais avant ou tu l'as dépassé J'ai repris moins. T'as moins. J'ai repris tout le poids que j'avais perdu parce que je pense que vu que j'avais pris du poids de manière pas très naturelle au début du master, je pense que j'étais peut-être au-dessus du poids de forme. Ouais. Donc c'est vrai que j'ai pris la majorité du poids, mais pas tout. Bon, en fait, depuis que mon appétit s'est normalisé, je repère du poids actuellement en ce moment, mais beaucoup plus léger et sans m'en rendre compte parce que maintenant je m'autorise même des sucreries quand j'en veux, je prends un goûter, je mange de tout. Ça, c'est vrai que c'est assez impressionnant parce que je mange mais je repère un peu de poids, donc c'est vrai que je ne sais pas quel est mon poids de forme, je ne sais pas si c'est ce que je faisais avant le master, parce que là après oui je suis quand même un peu au-dessus de mon poids d'avant. Quand j'étais en licence par exemple, mais c'est vrai que je suis quand même en dessous du poids que j'avais avant le trouble, donc je pense que mon corps il cherche à se recalibrer quelque part. Mais je me concentre vraiment sur l'écoute de mes sensations. Se concentrer sur ses sensations, c'est un conseil que tu donnerais, mais pas forcément à tout le monde, tu vois. Parce qu'au début, quand t'es vraiment dans la restriction, tu peux pas te dire ça. Oui, ça c'est compliqué parce que au début, oui, j'avais ces obsessions, ma faim. Alors, en fac extrême, j'avais constamment faim, mais je me faisais croire que je n'avais pas faim parce que j'avais les pensées du trouble. Et avant la fac extrême, forcément, je n'avais pas faim. Pas plus faim que ça, donc... Parce qu'au début, quand t'as remangé, c'était vraiment un truc conscient, tu vois. Tu t'es dit, j'ai fait un malaise, donc il faudrait que je mange plus. Et tu t'es forcé, t'as pas écouté ta faim à ce moment-là. En soi, je commençais déjà à avoir des petites fringales à ce moment-là. C'est en même temps que le malaise, donc c'est vrai que j'avais réellement envie de manger plus, c'est ce que je me privais, oui. Mais après, oui, ça dépend vraiment des gens, je pense. Et je sais que c'est beaucoup plus compliqué quand vraiment tu n'as plus du tout tes sensations de faim. C'est vrai que je les ai assez facilement retrouvées, surtout avec cette faim extrême, c'est venu très très rapidement. Dès que j'ai commencé à manger plus, c'est directement arrivé pour ma part. Ouais, surtout, tu t'es pas bloqué à cause des troubles digestifs. Alors c'est vrai que mentalement, c'était très difficile à vivre parce que j'étais dans cette culpabilité constante. Mais j'ai vraiment essayé de surmonter ça, même si c'était dur. Franchement, les troubles alimentaires, c'est vraiment la période la plus difficile que je n'ai jamais vécue de toute ma vie. C'était très très difficile mentalement, mais j'ai quand même essayé d'aller outre. Parce que je m'accrochais vraiment au fait de la guérison. Je pensais vraiment au futur, mais sur le long terme. Ouais. Du coup, tu m'as dit que tu avais pris un coach aussi. Je m'étais tournée vers pacification alimentaire parce que j'avais découvert ces vidéos sur YouTube pendant que je vivais cette faim constante, justement. Je m'étais beaucoup reconnue dans beaucoup de vidéos et de témoignages de sa chaîne qui évoquaient les situations que j'avais rencontrées pendant mon parcours, justement. Donc c'est vrai que je me suis dit que ça pourrait vraiment m'aider de recevoir un coaching de quelqu'un qui a vécu la même chose pour se sentir moins seule, pouvoir poser des questions aussi sur le processus, comment ça se déroule par la suite, parce que j'étais vraiment dans un état où j'étais persuadée que cette faim allait rester éternelle en fait. Ouais. Et ça, tu l'as dit à ta psychiatre et à ta diététicienne ou pas? Alors malheureusement, quand j'ai eu les crises en automne qui étaient arrivées, j'avais arrêté d'aller chez la psychiatre sans le dire à ma mère. Parce qu'en fait, c'est la maladie qui m'avait donné cette pensée-là. Mais en fait, vu que j'avais eu une crise et que j'avais mangé des tablettes de chocolat, j'étais persuadée que j'étais guérie de l'anorexie, vu que j'avais beaucoup mangé. Donc j'avais arrêté d'y aller. Mais t'avais quand même pris un coaching. Après oui, le coaching, ça c'était bien plus tard. Parce qu'au début, quand j'étais dans les crises, je voulais pas encore guérir. Enfin, j'étais toujours dans ce déni au début. Vraiment, c'était en octobre. Jusqu'au début décembre, j'étais encore dans le déni. Je me disais, je vais me reprendre en main. Oui. Je voulais compenser. Par contre, la diététicienne, oui, j'avais continué d'y aller vu que, en plus, ma mère faisait l'échec, tout ça pour que j'y aille. Donc, je pouvais pas trop dire que je n'y allais pas. Et pour le coup, je lui avais parlé de toutes ces crises et après de cette faim.
Et pour le coup, elle me disait que c'était normal, que c'était le corps qui cherchait à combler ses carences. Elle me disait que c'était quand même normal, même si après, elle m'encourageait quand même à manger sur les horaires des repas classiques. Ouais, ce que pacification alimentaire n'allait pas forcément te dire. Oui, lui, non, c'était vraiment mange ce que tu veux. Mais, Quand tu veux. Après, elle voulait plus que je retrouve une alimentation traditionnelle, la diététicienne. Mais je n'y arrivais pas au début, dans tous les cas. Bah, tu peux pas y arriver. Je disais quand même que je n'y arrivais pas, mais puis c'est vraiment au fil du temps que j'ai réussi à le faire. Mais elle était formée au TCA ou c'était... Oui. Ouais. Après, je pense qu'elle voulait éviter que je tombe peut-être dans un autre TCA ou quoi. Elle voulait que j'évite de tomber dans l'hyperphagie, je pense. Mais justement, j'avais peur de faire de l'hyperphagie. Ouais, mais justement, c'est plutôt ça qui te fait tomber quand ça des trucs comme ça. En fait, je me demandais comment elles prennent le fait que tu vas avoir un coach en ligne, tu vois. Je sais pas si c'est bien accueilli de la part des professionnels de santé. Je n'en ai pas parlé. J'ai Voilà, vraiment fait ça, mon tu côté. vois, tu lui as pas dit, ouais. Je préfère multiplier les aides, en fait. Sans forcément dire... Oui. Des fois, ça peut être un peu perturbant parce que tu peux avoir blanc d'un côté et noir de l'autre. Et du coup, après, tu sais pas qui trop quoi. Tu vois, si ta diète, elle te dit mange plutôt aux horaires des repas et que derrière ta pacification alimentaire qui dit non, mange quand tu veux, tu fais je fais quoi en fait? Oui, parce que quand tu n'as pas de troubles alimentaires, c'est facile de manger sur les horaires d'un Voilà. repas quand tu as ta faim et ta satiété qui sont réglées. Bah oui. En ce moment, maintenant, je mange sur les repas, les horaires classiques parce que en fait, je ressens la faim Au moment, ouais. à ce moment-là maintenant. Par contre, avant, non, c'était pas possible. Je mangeais de manière très étalée sur toute la journée et je n'y arrivais pas. Et après, elle ne me jugeait pas non plus. Elle était quand même très compréhensive. Je disais clairement, elle disait que c'était normal parce qu'elle connaissait quand même du comportement alimentaire. Mais après, c'est vrai que c'est plus par rapport au long terme. Je pense qu'elle voulait m'encourager à retrouver une alimentation classique. Ouais, mais elle brûlait les étapes un peu. Parce qu'en fait, tu peux pas... Enfin, il y a des étapes intermédiaires, quoi. Après, oui, je pense peut-être. Mais c'est vrai que la faim extrême, je n'écoutais pas à 100% non plus, même si je mangeais beaucoup plus qu'une personne normale parce que les sensations étaient très désagréables. Mais c'est vrai que en fait, je mangeais quand même que quand les sensations étaient trop désagréables, quand la faim était trop forte, mais je n'écoutais quand même pas tout le temps. Donc je pense qu'elle aurait pu durer encore moins longtemps si peut-être je m'y étais donné encore plus à fond. Après, ça va, ça a duré 3 mois, quoi. Oui. Je pense que j'ai mis 5 mois à aller mieux en tout, Ouais. mais ça reste court quand même. Oui, ça reste une durée classique, on va dire. Après, oui, c'est vraiment les 3 premiers mois qui étaient les plus intenses et les plus difficiles. Bravo pour ton parcours. Hein. Merci. Je suis super contente de vivre ce retour à la vie. Je redécouvre vraiment beaucoup de choses dernièrement. C'est vraiment du bonheur. Avec le recul, je ne regrette pas du tout. Maintenant, j'ai conscience que mon corps, en fait, il était affamé. Oui. Même si à cette période-là, je pensais que je devenais hyperphagique, mais je sais que maintenant, non, c'était pas le cas. J'avais juste très très faim. Et ça, c'est vrai que beaucoup de personnes qui sortent d'un trouble restrictif pensent qu'ils développent de l'hyperphagie, alors que souvent, nous, c'est vraiment le corps qui cherche à récupérer ce dont il a été privé. Bah oui, parce qu'en plus, on oublie souvent, mais dans la définition de l'hyperphagie, la dernière ligne, c'est « ne survient pas au décours d'un épisode d'anorexie ». Enfin, je veux dire, c'est normal, c'est attendu de faire ça. Oui. Donc, même si c'est de l'hyperphagie, bah, c'est normal. En fait. Surtout que je connais des personnes dans mon entourage qui font de l'alimentation émotionnelle. Et quand j'avais ces crises, tout ça, je leur en parlais. Et eux, à chaque fois, ils me disaient, mais ça n'a rien à voir comment je me sens par rapport à ce que toi tu me dis. Et eux, ils me disent qu'ils n'ont vraiment pas faim, c'est juste qu'ils ont envie de manger comme ça, en fait. Oui. Ça n'a rien à voir par rapport à ce qu'ils me disaient, en tout cas. Moi, je disais vraiment non, c'est juste j'ai tout le temps faim et tout le temps faim. Oui. Après, ce qui est un peu perturbant, c'est que quand tu es dans l'anorexie, t'as pas forcément la faim physique. Donc des fois, tu penses que c'est émotionnel. Mais en fait, non. Oui, après, ouais, ça, c'est pour ça que c'est compliqué, parce qu'en plus, c'est complètement différent d'une personne à l'autre. Parce que je ressentais quand même de la faim physique, même pendant l'anorexie. C'est juste que c'était beaucoup moindre qu'avant. Par exemple, je prenais une pomme, ça suffisait à satisfaire la faim physique. Ouais, et puis aussi le fait que la faim physique, en fait, c'est désagréable, mais je pense que justement, quand tu es dans l'anorexie, c'est moins désagréable parce que tu l'associes à quelque chose de positif, au fait que t'as pas beaucoup mangé, donc que tu es bien dans les clous, que t'as pas trop, tu vois. Oui. Que tu vas pas grossir, que tu es sur la bonne voie. Tu l'associes à des... Ça, oui, ça me le faisait En fait, aussi. c'est ça. C'est que tu l'associes... Les gens normaux, en fait, la faim, c'est que du négatif, on va dire, pour eux. C'est que du il faut que je mange, il faut que je mange. Alors que dans l'anorexie, la faim physique, elle a un réel impact positif sur le psychisme. Oui. Et c'est ça qui fait qu'on tombe là-dedans, en C'est vrai fait. que justement, quand les gens, pendant que j'étais dedans, me faisaient des remarques sur ma maigreur, moi j'étais contente, j'étais euphorique. Par contre, c'est vrai que quand j'avais commencé à prendre du poids à partir du moment où j'ai commencé à faire des crises, on me disait que j'avais un peu repris des couleurs parce qu'apparemment j'étais devenue très pâle pendant cette période-là. On te dit, Moi, j'avais t'as ma prime. bonne mine.
Après, je me On me dit ta bonne mine, là. Après, je n'ai pas envie de dire les termes de mes pensées à ce moment-là parce que c'est pas très dingue. Moi, je trouve que c'est pas évident. Mais je le prenais mal quand on me disait que j'avais l'air d'être en meilleure santé. C'est vrai. Ouais. Mais du coup, moi, je trouve que là, pour le coup, je pense que j'aurais guéri, tu vois, rapidement, ou j'aurais guéri quand j'avais une vingtaine d'années. J'aurais eu du mal à encaisser ces remarques-là, alors que justement, de faire la guérison à 35 ans, et ben en fait, j'avais beaucoup plus de recul, tu vois, sur ce genre de remarques. On me disait, ah, ta bonne mine, machin. Oui, c'est Je ça. savais que meilleure mine, on me disait. Tu vois, je savais que ça voulait dire que j'avais repris du poids, en gros, mais je me disais, bon, ok, ils ont sans doute raison, tu vois, j'arrivais plus à... Je trouve qu'il y a un truc, c'est que quand t'es jeune, des fois, quand t'es jeune et anorexique, les deux ensemble, après, tu vas me dire peut-être qu'il y a des personnes anorexiques qui sont plus âgées et qui ne voient pas non plus le côté positif, mais du coup, moi, je l'ai pas mal vécu, tu vois, ce genre de remarques. D'accord, oui, c'est vraiment différent. Parce qu'en fait, je pense que c'est la vieillesse ou la maturité qui m'a fait me dire que, ouais, en fait, c'était vrai, ils avaient raison, tu vois. Oui, c'est vrai. Ça peut peut-être jouer. C'est vrai que maintenant, par contre, si on me dit que j'ai l'air d'être en meilleure santé, là, je serais contente. Parce qu'au début, je ne voulais pas guérir. Par contre, depuis que je le souhaite, je ne veux pas qu'on me dise que j'ai l'air malade. Maintenant, si on me dit que je suis en bonne santé, je le prends très bien. Et justement, là, je ne veux pas retourner à mon corps d'avant. Ouais. Mais au début, oui, c'était des pensées complètement différentes. Et c'est vraiment au fil du mois. Et j'ai fait beaucoup de travail sur moi-même aussi. Je faisais des carnets où je faisais du journaling sur comment je me sentais. J'écrivais pourquoi guérir. Je me motivais en fait à guérir. J'écrivais beaucoup, je me répétais beaucoup les choses aussi pour changer mon mindset autour de tout ça. Et c'est vrai que maintenant, si on me dit que je suis en bonne santé, là, je serais contente. Mais il y a quelques mois, c'était encore différent. Je voulais avoir l'air maigre. J'avais envie aussi de prendre le moins de place possible. C'est vrai que j'étais euphorique par cette maigreur. Enfin, je me sentais fière. Je me disais, c'est parce que je suis en contrôle. Maintenant, je sais que je perdais le contrôle justement en faisant ça. Ouais. Et je voulais te demander, du coup, ta relation au sport, comment ça s'est passé? Alors, c'est vrai que je faisais beaucoup de marche. C'était surtout de la marche. Des fois, je faisais du gainage, tout ça, mais c'était surtout de la marche pendant l'anorexie. Alors, j'ai toujours adoré marcher avant. Par contre, pendant l'anorexie, c'était devenu beaucoup plus obsessionnel. Donc là, c'était tous les jours. Et des fois, c'était faire des journées entières. Par contre, quand j'ai eu cette fin extrême, en plus, toute cette fatigue qui est venue, je n'arrivais plus à me lever du lit et que je voulais après guérir. Donc là, de moi-même, je l'acceptais. J'ai été radicale, j'ai complètement arrêté. Même la marche, enfin, des fois, quand je sortais avec la fin extrême, je devais quand même sortir parfois. Donc je marchais un peu. Mais c'est vrai que j'ai vraiment arrêté d'un seul coup. Je me suis dit, bon, là, il faut arrêter. Maintenant, j'ai repris la marche parce que j'adore ça. Mais c'est beaucoup plus raisonnable dans le sens où si j'ai envie de marcher, je marche. Par contre, si je n'ai pas envie, je ne vais pas marcher. Des fois, il y a des jours, je reste à jouer aux jeux vidéo. Comme il y a des jours où je vais sortir et je vais faire des pas, mais c'est pas comme avant parce que, en fait, avant, je sortais, je prenais mon application de compteur de pas, je me disais, ok, je vais faire tel nombre de pas. Là, maintenant, je sors, en fait, je fais ma sortie. La sortie, elle est plus ou moins longue selon la journée, mais je ne fais plus compter mes pas. C'est juste, des fois, je regarde les pas, je me dis, ah, j'ai fait tout ça, mais par hasard, en fait, sans forcer ni rien. Ouais. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus ça, en fait, parce que c'est vraiment par plaisir, et si je sens que je suis fatiguée, que je n'ai pas envie de marcher, je ne vais pas le faire, par exemple. Ouais. Après ça, je pense que pacification alimentaire, il t'a aidé aussi par rapport à ça, non? Parce que lui, il est pas trop dans... Ouais, lui, c'est genre, tu restes dans ton lit H24. J'ai jamais fait ça, oui. De toute façon... Et tu manges des donuts. C'est ça qu'il dit. Oui, c'est ce qu'il avait fait. Enfin, je sais pas, il parle que de donuts. Je pense qu'il a un peu créé une obsession autour des donuts dans sa guérison. C'était le chocolat noir. Ouais, chacun a son truc, tu vois. Moi, les donuts, c'est pas particulièrement mon truc. Mais lui, je pense qu'il y avait un truc avec les donuts. Parce que dans toutes ses vidéos, il parle de donuts. Oui, c'est vrai. Franchement, je crois qu'il a une petite obsession sur les donuts. Après, c'est vrai que pendant la fin extrême, je faisais quand même en sorte de manger tous les groupes alimentaires. Ouais. C'est pour ça que c'était un paquet de gâteaux, mais à côté, je prenais tous les groupes. Je prenais même... Des fois, je faisais ma fin extrême sur après, dans un des yaourts nature, des choses protéinées. J'avais envie de ça des fois. Enfin, dans un paquet de gâteaux, t'as tout sauf les protéines, quoi. Il y a peut-être les vitamines. Oui, par contre, les légumes, c'est vrai que je ressentais du dégoût pour les légumes à cette période-là, alors que j'adore les légumes de base. Donc j'essaie d'en manger comme à un moment donné, mais même les légumes cuisinés, genre par exemple, je sais pas, les gratins avec plein de fromage dessus. Ça allait, mais c'est vrai que je sais pas, je pense que les légumes, en fait, c'est trop associé à une punition, de trucs de légumes vapeur. J'adore les légumes de base, j'en mange maintenant de nouveau. Ouais, mais je pense que tu vois, faut pas manger des légumes vapeur quand t'es en guérison. Enfin, t'as autre chose à faire que de manger des légumes cuits à l'eau. Pendant la restriction, oui, je mangeais que des gâteaux, que des légumes. légumes cuits à l'eau.
Ouais. sans sauce ni rien. Alors que les ouais. légumes, t'as tellement de manières de les cuisiner, tu vois. C'est tellement incroyable ce que tu peux faire avec des légumes. Enfin, je trouve que c'est jamais ennuyant les légumes. Il y a toujours trop de trucs à faire avec. Alors ces sushis, tu valides le... Oui, C'est dur à manger, n'empêche. c'est énorme. En plus, ils ont pas donné de couvert. Enfin, genre, si tu sais pas manger avec des baguettes, même les nouilles comme ça, enfin, c'est pas très. Disons que pour la vidéo, c'est pas très présentable parce que tu manges comme ça, un peu n'importe comment. Oui, c'est exactement ça. En plus, ceux-là, ils sont énormes. T'avais pas pensé à ça quand t'as choisi le resto. J'ai choisi selon mon T'as envie. pensé à tout sauf à ça. Que en fait, il faut trouver des trucs qui soient présentables pour passer dans une vidéo. Mais c'est exactement ça. C'est dur. Mais c'est vrai que dernièrement, j'ai retrouvé un rapport beaucoup plus sain avec l'alimentation. Je le vois vraiment comme un carburant. Mm. Si j'ai faim, je sais que je dois manger. La faim n'est pas négociable en fait, c'est le besoin, c'est le corps qui le demande par rapport à ses besoins. Mm. Je mange de tout. Des choses que j'aime bien sûr, je ne vais pas forcer à prendre des choses que je n'aime pas parce que c'est moins calorique. Mm. Je prends de tout, mais des choses que j'aime bien forcément. Et c'est vrai que je ne me ressens plus de frustration ou cette sensation d'urgence de manger, ça c'est vraiment parti parce que même si j'ai faim, admettons j'ai faim mais je dois attendre faire autre chose avant ou attendre parce que je mange avec d'autres personnes, ça va, j'arrive à le faire maintenant. Alors qu'en faim extrême, je devais manger mais tout de suite. Sinon j'avais l'impression que j'allais m'évanouir en fait. C'était vraiment, j'étais très Ouais, mal. t'as l'impression que tu vas faire un malaise. Oui, tout le temps. C'était exactement ça. J'avais des pieds qui tournaient, enfin, j'avais des sensations très désagréables. Mais maintenant, c'est bon, je peux manger plus tranquillement et beaucoup plus savourer aussi parce qu'en faim extrême, je n'arrivais pas à savourer et je culpabilisais tellement que je ne prenais pas de plaisir à manger en fait. Je n'arrivais pas à ressentir de plaisir à manger. Je me persuadais de ne pas aimer manger. Et c'est vraiment depuis que ça va mieux que j'ai retrouvé ce plaisir-là en fait. Sinon, j'avais perdu cette notion pendant une période, c'était assez particulier. Eh ben, merci beaucoup, Elina. C'était super bon. Merci à toi. Ce petit resto japonais. J'espère que ça t'a plu. Oui, ça m'a beaucoup plu. Du coup, est-ce que tu es d'accord qu'on mette ton compte Insta dans la description si jamais des gens veulent venir te parler Oui, il n'y a pour pas de échanger problème. sur la faim extrême notamment. Oui, sur le Je pense processus que, de guérison. franchement, je pense que tu peux, d'après ton parcours, franchement, tu peux aider pas mal de gens qui se posent des questions par rapport à tout ça. Oui, ça me tiendrait beaucoup à cœur Ouais. de potentiellement pouvoir aider des personnes qui ont vécu ce que j'ai vécu et surtout en fait d'avoir le point de vue d'une personne qui a Ouais, vécu, qui a vécu le la même même truc, chose ouais. justement. Donc n'hésitez pas à écrire à Mélina. Voilà. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker, la partager, à la commenter, à vous abonner. Et on se dit à la prochaine vidéo. Bye bye. Au revoir.